Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va prendre un petit peu de temps, on va essayer de se faire plaisir avec l'association Grand-Mère Cal compagnie l'Isadore et avec Katie Isadore. On va parler de théâtre et de spectacle dans Cosmo Réunionnais. Katie Isadore, bonsoir. Bonsoir. Je disais qu'on prend... Excusez-moi. Prendre du plaisir pour le théâtre dans ce contexte-là, contexte sanitaire, c'est pas évident. Ouais, il n'est pas évident du tout. Il faut pas décourager parce que nous, c'est quand même, c'est notre vie, quoi. Hein? Quand on est artiste, c'est notre vie. Excusez-moi. Donc, en fait, il développe tout de suite le spectacle. Alors, on va parler. Alors, c'est un spectacle déjà qui va être fait d'abord en privé pour un spectacle pour une trentaine de personnes, c'est ça? Oui, en fait, nous l'a bénéficié d'une petite subvention du TCO. Donc, nous l'a sollicité les services de la mairie, que l'a mis à notre disposition pour le mercredi soir, mercredi 25 à 20h, un petit lieu très sympa, il appelle le Petit Théâtre du Bernica, à Saint-Giléo. Et donc, nous, ça va donner une représentation. Malheureusement, les places les limitées à 30 personnes. Il reste 2-3, mais il faut vite réserver au plus tard ce soir. Par texto, s'il vous plaît, au 06 92 16 47 48. Mais répète. Ouais. Il y aura une deuxième représentation. Ah oui, et après, nous travaillerons avec la BDR, la Bibliothèque départementale de la Réunion, pour une publique aussi le 12 décembre, c'est un samedi, le 12 décembre à 16h, et là, il faut réserver auprès de la Bibliothèque départementale de la Réunion. Je vais trouver ça sur Internet, c'est le conseil général. Alors, association Grand-Mère Cal, c'est un moment que ça existe. Oui, Grand-Mère Cal, elle a 30 ans aujourd'hui peut-être, ouais, elle est encore jeune, on voit. Et oui, il a été créé, en fait, à l'époque, comme il voulait devenir professionnel, mais avait fait un petit spectacle sur Grand-Mère Cal dans la cour Daniel Waro pour un 20 décembre. Et le lendemain, comme elle n'a pas besoin de quartier Fleurimont, toute maman, elle avait sorti dans le chemin, elle a crié Grand-Mère Cal, Grand-Mère Cal. Et il m'a dit, tiens, c'est un bon idée ça, association Grand-Mère Cal. Et du coup, il fait des années que il parle de Grand-Mère Cal dans les contes, quoi. Alors, mais il fait autre chose, mais il fait pas rien que ça. Alors, justement, sur Grand-Mère Cal, nous voit à chaque fois, il arrive le 31 octobre, c'est la fête Halloween, et aujourd'hui, il fait au plaisir de voir que les gens, cette année, la parlent plus de Grand-Mère Cal que d'Halloween. Écoute, moi, m'a pas eu les échos du tout, parce que je n'écoute pas trop la radio, télé, tout ça. Peut-être les bien, mais m'a jamais compris pourquoi il y a associé Grand-Mère Cal à Halloween. Parce qu'Halloween, c'est pas une affaire intéressante, hein, c'est commercial, quoi, surtout. Tout le monde, comme il voit toute bonne marmaille déguisée, mais il trouve ça macabre, mais même pas du tout, cette façon-là de parler de la mort. Nous, autrefois, à la veille du 1er novembre, il rappelle, tous les ans, il revenait, moment, par exemple, il raconte à nous des histoires de mauvaises âmes et tout ça. Mais il n'avait point tout ceci magré, et il n'était pas forcément le 31 octobre là. Il me dit, pas moi, pourquoi il fait ça? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faudrait trouver une autre date pour Grand-Mère Cal à La Réunion? Peu importe, maintenant, il sera difficile, les marquer comme ça, mais je ne connais pas si c'est vraiment ça qu'il faut faire. Moi, je dirais qu'il n'a des compteurs à La Réunion, peut-être plus valoriser les compteurs dans la tradition, faire donner des représentations le mois de novembre, surtout une commune comme Saint-Paul. Moi, m'avait toujours rêvé à l'époque faire par exemple une soirée du conte qui partirait de la grotte jusqu'au cimetière marin à l'extérieur. Et c'est des choses comme ça qui valorisent la culture, qui donnent, du contenu, du sens à ce que c'est que la culture, quoi. Malheureusement, tout ça est lié tout le temps au commercial, il est un peu saoulant, quoi. Il fait plaisir à vous de voir que les jeunes d'aujourd'hui, il a envie de connaître Grand-Mère Cal.
Oui, il en a une bonne partie de la population, il connaît pas encore, hein, certains, mais il comprend pas parce qu'il fait quand même un moment l'ancienne mairie de Saint-Paul là avec Monsieur Véléien, l'a fait ça sur Saint-Paul, mais bon, peut-être l'est pas bien fait non plus, podium, tout ça. Le mieux, c'est des soirées contes tout le mois de novembre, parce que nous avons un répertoire intéressant hein, sur les mauvaises âmes, les âmes errantes, la mort, et il veut dire, le conte, il permet ça. Il faut pas avoir peur de la mort, comme avec le Covid, nous, toute la peur de la mort. Moi, maintenant, 65 ans, on m'a pas peur mort, parce que m'y connaît quand on est un jour, on connaît faux mort. Donc, qu'on meurt d'un cancer, qu'on meurt du Covid, le Covid, pour moi, n'est pas si dangereux que ça, puisque quand on regarde chikungunya, moi, on attrape chikungunya, c'était 300 000 malades quand même, hein. Donc, aujourd'hui, tout le monde a trop peur la mort. Peut-être c'est ça. Alors, mais reviens sur alors, le spectacle où l'a préparé pour les collèges il parle de quoi? Alors donc, Malatrave, depuis quelques années, m'y pense faire ce spectacle-là, je dirais même à environ 10 ans. Après tout ça, c'est des histoires de rencontres. Moi, ce que j'aime dans mon travail artistique, c'est les rencontres. Et là, les réunis, mais dit toujours, ce spectacle, en fait, c'est autour des œuvres de Lecomte de Lisle, que moi, m'y adore la poésie, m'y connais pas les comme ça, moi, m'a aimé la langue française, parce que quand on était petite, apprendre à nous des poèmes de Victor Hugo, et le sort de Victor Hugo et de Lecomte de Lisle est très lié. Et c'était du même siècle déjà, et c'était deux immenses poètes, hein, de génie, quoi. D'ailleurs, Victor Hugo, il reconnaît Lecomte de Lisle comme un poète de génie, et vice-versa, on a une admiration profonde entre ces deux grands hommes-là. Et donc moi, on a toujours aimé la poésie, et m'y retient très facilement des textes quand les poétiques, parce que le rythme, parce que je ne sais pas pourquoi, hein, le monde dit c'est un don, peut-être c'est un don aussi de retenir, parce que là, il fait quand même 1h15 de spectacle en tout public, composé d'extraits de discours, mais des discours de qualité, parce que c'est des grands poètes qui écrivent ça. Après, on a des contes, on a des poèmes déclamés, chantés, comme on l'a fait composer par une musicienne qui s'appelle Lise Van Doren, qui est une très jeune compositrice pianiste jazz, que ça n'est encore. Et m'y ponctue toute la séance de petits poèmes en créole chantés. Donc tout le spectacle les ponctué aussi de poèmes chantés. Donc si, comme mon musicien, alors me l'ai accompagné par un super musicien, grande sensibilité, Guillaume Robert, que les contrebassistes jazz. La mise en scène, c'est une amie de la famille, c'est une chinoise du tampon, une érudite, une lettrée qui a fait la Sorbonne, les lettres à la Sorbonne, et que là, elle est prof de français. Pendant 20 ans, elle était en région parisienne, elle a enseigné donc en collège, et tous les ans, elle a monté un spectacle avec sa classe. Moi, m'y admire à elle d'être capable de faire tout ça. Et là, depuis 2 ans, elle attaque la 3e année, là, elle est revenue à La Réunion. Et dès la première année, elle a monté un spectacle avec ses élèves. Et comme elle a été très appréciée du chef d'établissement, tout ça, et bien l'année dernière, la Louis Canter, pour elle, les parents l'ont profité de 2 représentations de spectacles avec les élèves, les parents. Était vraiment formidable, on a pu aller voir. Donc cette jeune femme, elle s'appelle Véronique An Yuen Chong. Voilà. Et donc, quand on m'y parle de rencontre, ben voilà, c'est une vraie rencontre entre Véronique qui est revenue à La Réunion et Guillaume que m'y rencontre dans les soirées jazz à la Cerise parce que m'aime beaucoup le jazz. Et c'est aussi que m'en suivi beaucoup de conférences l'année du 200e anniversaire de Lecomte de Lisle où m'en a vu que toutes les créations musicales, ben c'est du lyrique. Du classique, du lyrique. Et comme moi, j'adore le jazz et que la rencontre s'est faite avec Guillaume,
Et ben, il dit, allons mettre un grain de jazz sur toute bonne, voilà, sur toute, et puis mon feeling créole, parce que, comme midi, Nana, des petits poèmes d'une amie à moi qui écrit super bien, qui est une grande poétesse réunionnaise, qui s'appelle Ivanik Varachia, qui a déjà raflé plein de prix avec, à l'époque, Grand Océan, la période mythique de Grand Océan. Et ben, Amina a composé donc des poèmes pour moi, tout un recueil, et ben, m'y prend des petits extraits chantés là pour ponctuer le spectacle, parce que m'y trouve que n'a rien qu'elle est capable d'écrire dans le style, la grandeur, la qualité, le conte de Lille. Justement, c'est pas la première fois que vous faites ce genre de spectacle. On l'a déjà fait en milieu scolaire. Comment les enfants réagissent généralement à votre spectacle? Celui-là, parce que celui-là, il est sorti l'année dernière, hein, dans le cadre des Journées du patrimoine. Nous l'a pu être à la médiathèque de Saint-Pierre le 21 septembre, et le 22 septembre, nous l'a fait Villèle, à la Chapelle Pointue. Nous l'a fait quelques établissements scolaires, collège et lycée l'année dernière. Après, nous l'a joué pour le 20 décembre au musée de Villèle, tout ça. Et puis là, nous reprend juste une petite tournée où on n'aura que 2 représentations publiques. Et donc là, mais ça va faire essentiellement des collèges et pas des lycées. Donc pour le collège, forcément, on a toute une partie que m'y enlève, le spectacle, c'est à partir de 14 ans. Et toute la partie discours, m'y met pas pour les enfants, m'y met que les contes et les poèmes. Donc pour le collège, c'est un peu réduit d'un quart d'heure à peu près, quoi. Là, quand on parle de le conte de Lille, on parle de Victor Hugo. Bien sûr, pour ceux qui connaissent un petit peu cette relation qu'il y avait amicale, entre les deux, d'admiration. Voilà, j'allais dire surtout un respect sur l'un par rapport à l'autre. Est-ce que aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui la poésie qui n'est plus enseignée comme avant, à notre époque, Victor Hugo a été retiré des programmes scolaires 2020 quand même, hein. Alors, on ne connaît pas que ça à l'école Ypres de Mormaï aujourd'hui, mais aujourd'hui, la littérature de Victor Hugo n'est plus au programme. C'est un vrai drame pour moi. Je ne sais pas si c'est lié à ses écritures sur les Noirs à l'époque. Ah oui. Je sais pas. De qui vous parle là de Victor Hugo. Parce qu'à un moment donné, il avait écrit des choses qui aujourd'hui ne plaisent plus. Oui, non, ben, il est vrai. Victor Hugo, c'est quand même celui qui, à un moment donné, l'a dit, est-ce qu'il revient à moi bien la citation, là? Dieu nous a donné l'Afrique, prenons-la, hein? Donc c'est quand même. Mais bon, tous les hommes, Victor Hugo, comme oui, jeune et tout, il a pas été, il se cherchait, il ne connaît pas à quelle période lui a dit ça de l'Afrique, mais bon, on avait tout un contexte et tout le monde a ses conneries, quoi, même les plus grands génies. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord parce que reprocher à Victor Hugo ce qu'il a écrit à l'époque, je trouve que c'est dommage parce que il a toujours montré sa grandeur d'âme. Non, et puis quand on voit Les Misérables et tout ça, me veut dire on connaît de quel côté lui a pu être aussi, quoi. Entre autres. Donc ça lui a peut-être dit ça à la fin et il devenait un peu gâteux aussi. Mais pour moi, il reste un grand écrivain. Même Notre-Dame de Paris, quand on voit. Oui, voilà, t'es pour aider. Notre-Dame de Paris. Comme il passe dans les collèges, je me demande à Zot, au Marmaille, si Zot il connaît Notre-Dame de Paris, Les Misérables. L'un des élèves, il connaît pas, quoi. Et après, il me dit, même en comédie musicale, je l'ai pas vu, cette génération, si je connais ça en comédie musicale. Mais ils ont pas lu le livre, alors que nous, à 13 ans, nous l'avait lire tout ça là. Oui, parce que c'était nos classiques. Bah oui. Mais là, la plus classique. Il n'y a plus de classiques aujourd'hui. Ça, Il fait vraiment de monde juste bon pour consommer là, non? L'éducation comme ça. On lui fait l'éducation la case, hein, monsieur Ramoudou. Hein. Et c'est pour ça que je disais que quand on regarde, quand on parle de Voltaire, on parle de Candide, c'était lié aussi à une époque où l'esclavage était là. Bon, Candide, ça montrait qu'a été le coup du sucre, entre guillemets, mais ça montre aussi quand même, quand on regarde, c'est pour ça que je disais, vous allez dans les collèges,
avant, on avait nos auteurs, Maurice Carême, on avait des poèmes classiques. Ouais. Petit, moi, mes premiers poèmes en français, m'a appris, c'est Victor Hugo. Hein. Donc, voilà. Et quand on parle de la mort, Demain dès l'aube, alors... Oh, c'est magnifique. Mon petit-fils est revenu à l'âge de 9 ans, comme moi, à lui réciter Demain dès l'aube et m'y réciter avec lui. Ouais. Et il me dit, depuis, il me l'a oublié, parce que c'est un peu comme si me l'a transmettre à mon petit-fils, et maintenant, il peut permettre à moi d'oublier, mais il ne rappelle plus le poème à la moitié, il ne m'y connaît plus. Mais un de ces jours, m'a retourné à apprendre parce que c'était un des poèmes que mes préférés, quoi. Oui, parce que quand il parle de marcher, les yeux fixés sur ses pensées, ça, je trouvais qu'il y avait des phrases qui sont vraiment très, très... c'est très beau ce poème, hein. C'est fort, c'est touchant. Moi, à 9 ans, ça me parlait déjà, mais bon, m'avait un sens certainement inné pour le théâtre, le drame et tout ça là. Mais naturel, on dirait. Dans ce spectacle où il va y avoir des poèmes, il va y avoir les enfants, comment ils vivent ça généralement? Écoute, en général, ils ont une très grande qualité d'écoute, ils apprécient, hein, et ils sont surpris par le choix musical que m'en a fait. Parce que ne voulait pas faire quelque chose d'attendu sur le conte, mais il voulait vraiment un feeling jazz. Donc, c'est pas évident, quoi. Mais ça aurait été... Voilà, donc... C'est dur pour eux d'associer la poésie et le jazz qui apparaît 2 siècles plus tard? Non, c'est pas ça qui est difficile. Et c'est que les autres les formatés par l'école. Un nana, il peut dire à vous que « Oh, madame, elle n'a pas compris, moi, le poème là. » Mais la poésie, il faut pas chercher à comprendre comme ça, hein. Et il faut ressentir, il faut laisser bercer par la musicalité des mots, des choses comme ça. Et moi, j'ai essayé de choisir des poèmes qui correspondent à 2 grands contes, des poèmes qui correspondent à ce que dit le conte un peu même, le propos même du conte. Et puis, on avait une culture de la poésie à l'époque, on avait des noms qui revenaient, on avait des... Et puis même... On avait une connaissance livresque, c'est ça qui était transmise à l'école. Et ça fait des années que je trouve plus le mot là, décidément. Et là, c'est pire, je ne comprends pas qui enlève Victor Hugo de l'école. Oui, maman, il y a puis, si on n'encourage pas ça, tu éduques pas ça, tu dis pas, moi, mon petit-fils m'a éduqué à lire, aller acheter livres. Et mieux que ça encore, je disais que, ne serait-ce qu'au bac, on avait des textes à présenter, des poèmes à présenter, de la lecture à faire. Donc, il y avait l'éducation accompagnait le plaisir à la lecture, aux poèmes, aux romans, à Guy de Maupassant, par exemple. Oh, moi, j'adore. Donc, mais aujourd'hui... Ni relire, moi, en plus, tout ça. On a changé le contenu. On a les gens maintenant le bac ne se passe plus depuis l'année dernière et ça se passera pas non plus cette année. Ouais, 2021 n'aura plus de bac non plus, on aura le bac comme l'a fait cette année, quoi. Mais mon petit-fils est de cette génération-là, il a fait le bac, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais voilà. Donc non, mais il pense que les parents, parce que c'est les parents qui éduquent les enfants. Les parents, ils doivent vraiment prendre conscience. Et ça se fait depuis bébé. Bébé, ou mettre des livres en plastique, maintenant Néna dans le bain. C'est comme ça qu'on donne le goût du livre aux enfants. Avec un livre avant de dormir ou lire à liens histoires. Déjà, ça qui peut raconter, à lire des histoires, est encore mieux. Parce que d'abord, il faut l'oralité, après lire, écrire, tout ça. Le passage à l'oral est très, très important. Mais il faut que les parents ils comprennent l'importance du livre dans l'éducation d'un enfant. Si nous voulons faire des hommes véritables et pas des robots et des transhumains, il faut nous-mêmes, à un moment donné, nous réveiller et nous éduquer nos enfants au goût du livre, quoi. Et quand même, je sais pas, c'est... C'est ce que vous essayez de faire à travers ces spectacles-là? Oui, c'est ce que m'y dit au Marmaille, parce que
Parce que dans les livres, certains textes, on a des héros que les très positifs pour la construction identitaire de l'enfant à cet âge-là, en collège. Les autres là en recherche identitaire, des fois à 40 ans, ils sont encore en recherche parce que je l'ai pas gagné fait le passage. Mais la lecture, les romans, là, toujours... Les mythes, les hyper importants qu'un enfant il peut identifier à lui, parce que des fois la maison, surtout aujourd'hui, et m'y connaît des enfants, le papa ou la maman, surtout le modèle du père, les fragilisés, les défaillants. Et ben ces autres ils trouvent ça dans des héros de romans pour dire ah ben celui-là il a inspiré, c'est comme ça que il voudrait grandir plus tard. Et on peut pas occulter ça pour qu'un enfant il grandit bien. Les très simples, ce qu'Akmi là, les très faciles à comprendre. D'où l'importance d'éduquer le marmaille à lire. Et ben bien sûr, on voit qu'on peut pas faire semblant d'une relation comme ça. Si où il y a pas assez aussi, ben va obliger à un moment donné, trappe un livre, lire pour te marmaille, au lieu de garder télé jusqu'à je sais pas quelle heure, au lieu de manger en regardant la télé. Il faut avoir des rituels. À moi, ma petite fille, 7h30, elle était au lit. 6h, 6h30, il prend le bain, il mange, 7h, et après, ben, qu'il ça au lit, il lira un livre, 8h, il finit de dormir quand il arrive en collège. Avec moi, t'es comme ça, le rythme, hein? Et le matin, il lève, il est en forme pour aller à l'école. Et c'est vraiment, aujourd'hui, je pensais peut-être les mamans, ils restent trop longtemps devant la télé. Et ça, du coup, ben après, les parents, les fatigués, ça use, azote, fait que les mamans, il est élevé, il grandit peut-être n'importe comment. Mais quand les enfants sont nés, on a toujours le moyen, de donner une bonne éducation. Kidi Isadore, merci. On se termine sur cette phrase de donner une bonne éducation et en espérant que le spectacle sera aussi l'occasion de se poser la question. Le spectacle s'appelle Le Conte de l'île, le chant de l'âme. Merci. Restez là, le temps que je lance, on va regarder la suite du documentaire sur Saint-Gilles, bien sûr. La deuxième partie, on se retrouve juste après. Ce ne sont pas les collines de Beverly Hills que nous apercevons. Nous arrivons à Saint-Gilles, quartier emblématique de Saint-Paul. Aujourd'hui, nous avons la magnifique route des Tamarins. Au XIXe siècle, 2 voies d'accès menaient à Saint-Gilles. Elles portent encore le très beau nom de chemin, ce qui signifie leur ancienneté. Il y avait le chemin Sumer, dont le nom a été mal orthographié. Le chemin Carrosse, mais c'est ce 3e chemin, le chemin de fer, en 1883, qui a désenclavé Saint-Gilles. Dans cette île de la Réunion à grand spectacle, modelée par le volcan, seuls les cavaliers et les chaloupes pouvaient franchir les obstacles naturels du relief. Et c'est ce train qui a permis aux Réunionnais de redécouvrir et de voyager à travers leur île. Et cela par le percement du tunnel du Cap Bernard. Ce chemin de fer mythique est surnommé Titrin par les créoles. Embarquement immédiat dans le Titrin longtemps, en passant par la case Loulou. Loulou était une institution. Et il y avait le papa et la maman qui étaient à l'origine de tout. Et ils avaient toutes les barques de Saint-Gilles leur appartenaient ou presque. Et ils pêchaient donc le poisson et ils le revendaient. Et notamment du poisson rouge magnifique. Et ça, il n'y avait que là qu'on trouvait ça. Puis le loup s'est agrandi. Il y a eu le fils qui a pris la suite du papa et de la maman. Et le fils a adjoint à son commerce un cinéma qui était à l'étage. Et on allait, moi je n'y allais pas, mais mes cousins qui étaient plus âgés que moi y allaient. Cinéma à l'étage où on passait des films qu'on pouvait voir à Saint-Denis avant, bien entendu. C'est une grande famille de Saint-Gilles. Alors, la Réunion de longtemps et la Réunion de maintenant. Les relations entre les villes étaient beaucoup plus difficiles. On voyageait beaucoup moins. Si ce n'est que par autocar, car courant d'air, car ouvert de tous les côtés. Ou alors par le train, qui était très, très couru. Nous connaissions, mes frères et moi, tous les mécaniciens qui conduisaient les locomotives. Et quand ils revenaient avec des cannes
pour l'usine de Vubel, ou pour l'usine de Savannah, pardon. Ils nous lançaient des cannes. Elles étaient particulièrement savoureuses parce qu'elles étaient chauffées par le corps principal de la locomotive. Et donc nous, on trouvait ça extraordinaire. Donc il n'y avait rien de spécial. Et c'était ça le bonheur, bonheur simple. Nous allons nous démarrer avec Saint-Gilles tel que je l'ai connu il y a très longtemps. Je suis né en 1928 et mon père a acheté le lieu où nous avons cette interview en 1930. Il n'y avait que 6 villas dans tout Saint-Gilles. C'est dire pratiquement rien. Saint-Gilles n'était pas connu sous l'angle actuel de villégiature parce qu'il y avait la malaria et que les gens ne venaient à Saint-Gilles qu'au mois de juillet-août où il n'y avait pas de moustiques. Alors, venir à Saint-Gilles à cette époque, il y avait la route de la montagne, 32 km non asphaltés, et également, il y avait le petit train qui partant depuis Saint-Benoît relié jusqu'à Saint-Pierre, et bien entendu, il y avait la liaison particulière Saint-Denis-Saint-Pierre. Et c'est ce train qui s'arrêtait à Saint-Gilles. Donc on partait de Saint-Denis à 6h31, et on arrivait à Saint-Gilles, à la gare de Saint-Gilles, à 8h20. Là, il y avait une autre charrette, bœuf cette fois-ci, celle de Langlais, Cyril Langlais, qui nous accueillait et qui nous amenait là où nous sommes actuellement. Alors, Cyril Langlais, avec sa charrette bœuf, prenait 2 heures pour sortir de la gare de Saint-Gilles et arriver là où nous sommes. Pendant ce temps-là, nous continuions dans le train jusqu'à un arrêt qui se trouvait au kilomètre 77, on appelait ça comme ça, et qui était juste à l'entrée du deuxième village de Saint-Gilles, et nous partions à pied de cet arrêt jusqu'à où là nous sommes, c'est-à-dire environ 300 mètres. Quand nous arrivions sur place, on était dans une forêt vierge. Il y avait là, tout avait poussé puisque la maison était inoccupée depuis le mois de septembre jusqu'à notre arrivée au mois de juillet. Et alors, cette maison inoccupée, les herbes avaient poussé, et notamment les fameuses pagodes. Donc il fallait rentrer avec des souliers et traverser les pagodes. Et puis il fallait ouvrir la maison, qui était remplie de poussière et de sable, et puis d'araignées. Alors là, le travail était réparti. Mon père et moi, j'étais l'aîné, nous nous occupions de mettre en route la pompe de Saint-Étienne qui nous permettait d'avoir de l'eau potable. Elle se trouvait un peu plus loin, à droite, et là, on enfouissait le tube principal et on faisait des essais avec des arrosoirs d'eau de mer. Il fallait transporter de la mer jusque-là. Et cette pompe, une fois qu'on l'avait testée et qu'elle était amorcée, elle pompait une eau qui était relativement correcte, légèrement salée. Il fallait faire la cuisine au feu de bois. Donc il y avait suffisamment de morceaux de bois, de fil à eau secs dans la cour. On ramassait et on lui donnait. Donc elle lançait le démarrage, c'est-à-dire le riz, les grains, etc. Pendant ce temps-là, les autres, ma mère, s'occupait de la maison, à balayer, à nettoyer, à tirer les moulales, comme on dit. Nous étions prêts à peu près à 10h30, 11h moins le quart, lorsque arrivait Cyril Langlais et sa charrette. Il fallait encore retransporter tout de la charrette jusqu'ici parce que entre l'arrêt de la charrette et la maison, il y avait le passage du chemin de fer. Et on ne pouvait pas passer par-dessus. Donc on transportait le tout et on le rangeait. Et puis Cyril Langlais repartait avec sa charrette. Et un détail, Cyril Langlais n'avait qu'un œil. Parce qu'un de ses bœufs lui avait foutu un coup de corne et il était devenu aveugle d'un œil. Alors là, bien entendu, on passait à table. L'électricité, c'était absent. Donc on a eu d'abord le pétrole, les lampes à pétrole qui étaient là.
qui nous ont beaucoup servi. Les lampes Tito Landi, qui étaient à pétrole également, mais sous pression, et qui marchaient très très bien, donnaient une grande lumière. Alors donc on pouvait dîner, et puis bien entendu passer au lit un peu plus tard, avec les lampes à pétrole et surtout les bougies. Et Saint-Gilles, c'était une plage familiale, uniquement familiale. Pour nous, la base de Saint-Gilles, c'était la pêche. Non pas la pêche au fusil, parce que ça n'existait pas de fusil à l'époque. C'était la pêche à la ligne. On allait sur les récifs. Alors, la pêche elle-même, il n'y avait pas de règlement. On pouvait aller à la pêche quand on voulait. Et on prenait la quantité qu'on voulait. Mais nous faisions attention à ne pas prendre les petits poissons. Ça, les parents veillaient à ça. Et on ne prenait que les macabis d'une certaine grosseur, ou les risdales d'une certaine grosseur, ou alors et surtout les ourites. Alors le macabi est un poisson noir et jaune, pitaclé noir et jaune, très rapide. Alors l'ourite, c'est la pieuvre. L'ourite, c'est la pieuvre. Un point, c'est tout. Et la sèche ou la calmar, c'est pareil. Et ensuite, nous, on ne pêchait pas les langoustes. Il n'y a que les pêcheurs professionnels qui le faisaient, parce que c'est seulement un équipement qui coûtait trop cher pour nous. Par contre, on allait à l'étang de Saint-Gilles, maintenant le port. Et là, on avait une pêche spéciale que mes cousins Legros m'avaient initiée. C'est la pêche des cabots, des petits cabots. Et là, on en prenait beaucoup. Et ça en faisait friture. Les petits cabots, c'était délicieux. Ce sont les clichés magnifiques de Jean Legros. Il ne se séparait jamais de son Leica. Ils m'ont permis d'illustrer ce voyage en chemin de fer à la découverte du Saint-Gilles-Longtemps. C'était pour moi un plaisir de partager avec lui notre passion pour la photographie. Si jadis la pêche était libre, selon mon oncle, dans le lagon, eh bien aujourd'hui, des règles ont vu le jour. Alors Amina. Alors, comment ça va Alexandre? Ben, ça va. Il y a longtemps que je n'ai pas trouvé. Ben, Voilà. alors, bande poisson et bec ou quoi? Oh, depuis que il y a interdit de pêche, tout ça, ben je monte pêche. Ah, Je me balade un peu, je marche un peu. C'était un canard m'avait ramassé sur le coin là. Ah, d'accord.